puisqu'il paraît que tout se passe dans les 40 premières secondes d'une vidéo, je vous laisse avec le sommaire. Encore là, c'est qu'a priori le sommaire a suscité un peu de votre intérêt. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Peluche et Fanfreluche dans ce 13e épisode. Je suis Isa alias Grimpelote sur Instagram et sur Ravelry. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour 4 pièces couture que vous avez pu voir dans le sommaire. Donc 4 pièces couture, ça peut paraître peu, mais voilà, ça s'explique aussi par le fait que je suis une tortue de la couture. Je ne suis pas, non, une furieuse de la couture. Je couds en fonction de mes envies, je couds en fonction de mes besoins et je couds aussi en fonction du temps dont je dispose. Donc là, j'ai quand même sur les 4 pièces, 2 grosses pièces, un manteau qui m'a pris du temps et puis le pantalon Saiki que vous connaissez déjà, qui est pour moi une belle pièce d'étude, on va dire, voilà, qui me permet de progresser dans la couture, dans l'apprentissage de la couture. Donc je suis restée éloignée de mes machines également parce que j'ai repris le travail à temps plein depuis octobre, donc je n'ai plus mes mercredis libérés, ce qui me permettait de dégager du temps pour la couture. Donc aujourd'hui je m'adapte. J'ai eu aussi beaucoup de travail et donc ce qui explique peut-être mes traits fatigués. Mais l'avantage c'est que j'ai fait plus d'heures et donc j'ai pu récupérer ces heures et je suis là en vacances depuis une semaine. Donc il est temps pour moi de tourner cet épisode. Voilà. Eh bien écoutez, alors avant de commencer, je vous parle de ce que je porte. Donc il s'agit du pull, alors ce n'est pas de la couture, mais ça reste une pièce faite main. Voilà, c'est un pull, cette circonstance, hein, il fait plutôt doux maintenant puisque l'humidité, la pluie est revenue. Mais voilà, je porte ce petit pull, c'est le pull Beginner de Maurice 7C. C'est un pull tout en brioche que j'aime beaucoup. Voilà, il m'arrive à la taille, il est assez ample, il a une encolure bateau que j'aime particulièrement et vous pouvez décider de refermer davantage cette encolure en réalisant, vous réalisez de toute façon un grafting, mais vous pouvez décider de monter plus haut pour fermer davantage l'encolure. On a des manches tombantes, des manches assez larges avec un poignet qui est resserré par un jeu de plis répartis tout autour de ce poignet. Voilà, petit poignet avec un rabattage tubulaire, tout comme ici sur les côtes du bas. Alors, je vous ai dit un pull tout en brioche qui s'adresse aux débutants en brioche, ce que j'étais. Alors, je ne vous dirai pas que j'ai pris grand plaisir à tricoter ce pull. J'ai beaucoup apprécié découvrir la technique. Le point est très facile, mais ça reste un pull très long à tricoter et surtout, j'ai failli m'arracher les cheveux parce que la difficulté c'est de rattraper ses erreurs dans un point brioche. Donc voilà, j'ai tricoté ce pull avec un fil de Kid Silk Mohair de Drops tricoté en double. Voilà, très chaud, il a beaucoup de succès quand je le porte. Voilà, et le rouge, si vous vous posez la question, le rouge va à toutes les carnations. Vous ne risquez pas de faire un faux pas en portant du rouge. Il va à toutes les carnations et normalement à toutes les teintes de cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, j'ai un pull de circonstance, hein, il ne faut pas oublier qu'on est à quelques jours de Noël. Voilà, et bien écoutez, on débute tout de suite. Alors pour la première réalisation, je viens vous parler d'un chemisier, un modèle que j'ai trouvé dans le Burda de juillet 2022 que voici. Je vous montre la photo. Donc voilà, et on repasse sur le dessin technique que vous avez vu dans le sommaire pour que je puisse vous préciser les caractéristiques du modèle. Donc on est sur un chemisier qui présente un col officier. Vous avez une demi-patte de boutonnage type patte polo qui se termine par un pli. Vous avez des pinces poitrine, vous avez des fentes latérales également. Vous avez donc des manches type chemise
avec une patte capucin et vous avez un empiècement dos et un pli plat dans le dos. Burda préconise 1,75 m de tissu type chemisier, un tissu léger mais avec une certaine tenue. Et moi j'ai opté donc pour un tissu que proposait Pauline, la mercerie La Rochelle, un tissu d'inspiration Les Petits Hauts. Et quand Pauline a posté la photo du chemisier Les Petits Hauts, ben voilà, je n'ai pas pu résister. Donc on est sur un coton, 100% coton, un tissu de poids moyen qui est une merveille à coudre et que malheureusement Pauline n'a plus en stock, mais que j'ai retrouvé sur le site de Cousette et je vous mets le lien en barre d'infos. Il est à 13 € du mètre linéaire. Voilà, on est sur vraiment une popeline, une merveille à coudre. Alors je vous le montre parce que je vous en parle, mais je me garde de vous présenter le modèle. Donc on commence par réaliser les pinces poitrine et puis ensuite on vient assembler les deux demi devant. Donc il y a bien une couture ici, une couture milieu devant que vous voyez ici. Attendez, hop, sur le pli. Et donc les explications Burda sont comme habituellement un peu confusantes on va dire. Donc je me suis dit que ce serait assez compliqué à vous expliquer une fois le modèle terminé. Donc j'ai filmé cette étape de montage pour que vous compreniez comment le pli s'est formé et la patte de boutonnage également. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Dans un premier temps, on vient assembler nos deux demi devant par le milieu. Ensuite, on vient former la patte de boutonnage. Donc chaque patte de boutonnage est formée de plusieurs plis, 2 plis. Donc premier pli, ici, second pli, même chose de l'autre côté, premier pli, second pli, et tout naturellement, la patte de boutonnage du devant, du demi-devant droit vient se poser sur la patte de boutonnage du demi-devant gauche et le pli ici se forme. Donc lorsque l'on va surpiquer ici la patte de boutonnage, on va ici la fermer et ça maintiendra donc ce pli. On aura donc une patte de boutonnage joliment fermée et ça maintiendra le pli en place. Donc une fois que l'on a préformé la patte de boutonnage et que l'on a réalisé le pli en assemblant les deux demi devant, on va s'occuper du dos en réalisant notamment le pli plat sur la partie basse du dos, donc un pli plat plutôt inhabituellement large, et puis ensuite on vient coudre les deux empiècements et on vient surpiquer ces empiècements. Voilà, ensuite on assemble bien sûr la pièce dos à la pièce devant. On vient ensuite coudre le col officier que je n'ai pas ici thermocollé et que je n'ai pas surpiqué ici sur l'envers. Je réalise des finitions à la main. Donc ça c'est pour le col. Ensuite on va s'occuper des manches et notamment de la fente capucin. Alors fente capucin qui n'était pas une première pour moi puisque j'en avais déjà réalisé notamment sur la chemise liseron. Mais ici j'ai été déroutée par la taille du parement de la patte capucin qui est inhabituellement petite. Et donc j'ai voulu réaliser une pièce technique qui pique un peu. Vous savez, vous reconnaissez mes tissus. Donc voilà la réalisation de la patte capucin. Puis vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, mais les piqûres, les lignes de couture ici en rouge, fil rouge. Et donc j'ai voulu vous filmer comment j'ai franchi cette étape parce que je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer
En image, c'est beaucoup mieux. Donc voici la petite vidéo. Alors voici une pièce d'étude pour comprendre comment se construit cette fente capucin sur ce modèle Burda. Donc on imagine ici un bas de manche sur lequel j'ai reproduit le tracé de la fente capucin. Donc on distingue ici la fente et le contour du parement. J'ai reproduit ce même tracé sur l'envers de ma manche, puisqu'on travaille de toute façon, on commence à travailler sur l'envers de la manche. Donc si j'ai bien compris, le bord de fente qui se trouve le plus près de la couture de ma manche, vous voyez qu'ici la distance est beaucoup plus courte de ce côté que de ce côté, donc le bord de fente qui se situe le plus près de la couture de ma manche constitue la sous-patte. Donc c'est une information importante parce qu'elle va être déterminante pour choisir le parement que l'on va positionner. Parce que vous voyez, les parements de la fente capucin sont coupés en miroir, et donc pour choisir lequel positionner sur notre manche, on va tenir compte de cette information. Donc comme je disais que la sous-patte va se situer de ce côté, on va choisir le parement dont la sous-patte est située du même côté. Donc là, ce sont mes pièces qui me serviront pour ma réalisation, et voici ma pièce d'étude. Donc vous voyez, sur l'envers de mon parement, j'ai retracé les lignes à la fois de couture et le tracé de ma fente. Donc je vais positionner le tracé de ma fente sur le tracé de la fente réalisée sur la manche. Alors j'ai cousu à 5 mm autour du tracé de la fente, et l'étape suivante va consister à couper la fente jusqu'à 5 mm du bord de fente, et puis entailler ensuite les angles jusqu'à la limite de la couture. Une fois la surpiqûre réalisée, voilà ce que cela donne. Donc ensuite on s'occupe du grand côté de la patte capucin. Donc on vient replier la valeur de couture et on vient replier à nouveau en positionnant le bord de la patte le long du tracé. Donc ça vient effectivement recouvrir la fente, et il faut ici reformer la pointe de la patte capucin. Moi je me suis aidée en réalisant un tracé pour que ce soit plus régulier. Voilà, et on va ensuite repasser pour mettre en forme tout ça. Voilà ce que donne la patte capucin une fois réalisée. Donc je ne suis pas mécontente d'avoir réalisé cette pièce d'étude, parce que quand on voit la pièce de patron, moi j'étais assez déconcertée. Je la trouve inhabituellement petite. Habituellement les bords sont beaucoup plus larges. Donc je visualisais difficilement la réalisation de cette patte. Et le fait de l'avoir réalisée à blanc, on va dire, m'a rassurée. Donc je vais pouvoir me lancer sur ma réalisation. L'assemblage des manches et des poignées de manches se fait sans aucune difficulté. On n'a aucun embut à résorber et les pièces s'emboîtent parfaitement. Je n'ai pas thermocollé mes poignets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, j'ai thermocollé le parement de ma patte capucin. Que vous dire de plus? J'ai réalisé des coutures anglaises sur les manches. Je vais essayer de retourner ma cousette rapidement. Donc, couture anglaise sur les manches, et puis, alors pas sur l'emmanchure, et puis comme on a une fente latérale, j'ai décidé de rabattre mes marges de couture, de plaquer mes marges de couture et de les rabattre, et donc de les surpiquer pour que dans le prolongement, voilà, on ne voit pas le surjet, puisque Burda ne propose que de surjeter les marges de couture et puis de les rabattre sur le côté pour créer la fente. Donc comme ça, voilà, la finition est plus soignée. Et puis sur l'endroit de la pièce, ben, ça crée une petite fantaisie. Voilà, on a une surpiqûre qui est visible sur l'endroit de la pièce. Donc voilà, on a bien ici depuis le haut de la manche, de l'emmanchure, jusqu'en bas, la surpiqûre des marges de couture plaquées et rabattues. Voilà, on a sur le bas un double rempli avec une couture à 1 mm du bord. Alors je vous montre les fentes capucin d'un peu plus près.
Donc j'en suis très contente. On a 10 boutons à recouvrir, à réaliser. Donc là c'est un peu long, mais je trouve que ça en vaut la peine, vous voyez. Ça se fond bien sur le tissu. J'ai essayé de varier un petit peu mes coupes, enfin les morceaux de tissu choisis pour avoir des boutons voilà, assez variés et qui se fondent dans l'imprimé. Je vous montre l'autre fond de capucin. Hop. Donc on est sur un chemisier qui au porté a un saillant qui n'est pas aussi fité que sur le magazine. Je trouve même que le chemisier est un petit peu long sur moi et pourtant je n'ai pas un buste court. En tout cas j'ai de petites jambes mais le buste est plutôt dans la moyenne. Mais voilà, je la porte de toute façon à l'intérieur du pantalon. C'est une réalisation fraîche, très agréable à porter et à refaire sans aucun doute. Donc je vous laisse avec les photos portées. Suivante, j'ai choisi la blouse Tilda de Maison Fauve qui a été proposée pendant un certain temps en téléchargement gratuit. Vous la connaissez tous, hein. Il s'agit de cette jolie blouse avec une encolure ronde. Vous avez une coupe évasée, alors qu'on ne voit pas ici, qu'on ne devine pas sur le dessin. La blouse est proposée avec 2 longueurs de manches. Vous avez des manches courtes ou des manches 3/4 qui se terminent ici par un bracelet. Si j'approche, on verra mieux. Voilà, et ce qui caractérise la blouse, c'est ce jeu de plis qui se situe sur le plastron et sur le bas des manches. Et le passage de la tête est facilité par une fente d'eau qui est fermée par une bride et un petit bouton. C'est une blouse qui est proposée de la taille 32 à la taille 54. Le niveau de difficulté n'est pas précisé, mais vous êtes accompagné par une vidéo et vraiment, voilà, elle est sans difficulté majeure, il me semble. Voilà, maintenant on peut avoir un avis un peu faussé avec le temps. C'est une blouse qui doit se réaliser dans un tissu léger, de poids léger à poids moyen, donc on va être entre 80 et 150 grammes du mètre carré. Donc ça va être des tissus de type viscose, tencel, coton, lin, en tout cas des tissus qui marquent au fer, puisqu'il faut que, déjà pour faciliter la réalisation des plis, et puis pour qu'ils soient bien marqués, qu'ils se tiennent bien. Alors je vous montre ma réalisation, et là vous allez voir le changement de couleur, là voilà, je deviens cadavérique. Je vais essayer de changer la couleur. Si je mets une couleur chaude, ce sera peut-être mieux, mais bon, ça ne rendra peut-être pas justice à la couleur de ce magnifique tissu. On est sur un tissu qui vient de chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Je ne suis pas sponsorisée par Pauline, je vous rassure. Et donc, voilà, mais Pauline a des vrais trésors, hein, je vous le dis assez souvent. Et ce tissu, vraiment, est une merveille. Une merveille à coudre, une merveille à porter. Et puis, visuellement, enfin, voilà, il fait son effet. On est sur un tissu de type voile de coton. Et puis, alors, il a une couleur un peu moutarde, vibrante, très lumineuse. Et puis ce qui caractérise, c'est ces espèces de confetti, ces petites pastilles là qui semblent surtissées. Et pourtant, quand on regarde sur l'envers, si je vous montre l'envers du tissu, vous voyez, voilà. C'est la magie de ce tissage. Voilà, un superbe tissu. Alors, Pauline le proposait dans différents coloris. Je ne sais pas s'il lui en reste. Mais voilà, magnifique. Alors, il y a 2 points de vigilance à avoir avant de se lancer dans la réalisation de cette cousette. Le premier point concerne le placement du tissu. Le patron précise qu'il faut placer le tissu envers contre envers et donc positionner nos pièces de patron sur l'endroit du tissu. Parce que le marquage des plis va se faire sur l'endroit du tissu. Et cette mention n'est
selon moi, pas suffisamment visible. Enfin, en tout cas, si vous ne lisez pas préalablement le patron, vous risquez de vous lancer dans le positionnement et la découpe de vos pièces comme habituellement en plaçant votre tissu endroit sur endroit. Donc voilà, c'est un point de vigilance à avoir et je trouve que le patron n'attire pas suffisamment l'œil sur ce point. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que les marques qui déterminent le devant et le dos de la manche sont identiques. Donc pourtant les pièces de manche ne sont pas symétriques, elles sont bien asymétriques, donc il faut quand même se méfier. Alors le patron propose d'entoiler les pièces du bracelet de manche intérieur et extérieur. Je n'ai pas fait ce choix parce que je trouve que ça rigidifie un peu trop la pièce et que ça ne permet pas de jolies finitions à la main. Là j'ai fermé mon bracelet de manche avec un point visible. Voilà. Alors ensuite vous avez une parmenture pour finir l'encolure, une parmenture devant et dos, une parmenture qui est totalement entoilée et qui est surfilée, pardon. Et cette parmenture n'est pas sous-piquée. Elle n'est pas sous-piquée parce qu'elle est maintenue par des petits points au niveau des plis du plastron ainsi qu'au niveau de la couture d'épaule, et comme elle ne court pas dans la totalité du dos, elle est maintenue également au niveau de la couture fente. Voilà. Vous avez donc une fente dos qui est fermée par une bride et un bouton. Alors la réalisation de la bride, voilà, j'ai tenté 2 fois de suivre le tuto de la bride spaghetti proposée par Maison Fauve, mais je n'y suis pas parvenue. C'est beaucoup trop fin, voilà, pour moi. Je n'ai pas les outils nécessaires. Donc, j'ai simplement choisi de réaliser une bande de 1,5 cm que j'ai pliée en son milieu, puis à nouveau plié les bords que j'ai piqués. Et donc, j'ai donné cette petite forme à la bride. J'ai utilisé un bouton bottine qu'il me restait de ma réalisation de la combinaison en corps. Donc c'est un bouton Liz Taylor, bouton bottine pailleté. Et je trouve que le coloris se fond parfaitement dans ce tissu. Alors pour cette fente, Maison Fauve propose de plaquer les marges de couture, de les surfiler et puis voilà, de coudre ici autour de la bride. Alors j'ai préféré réaliser une finition comme celle que j'ai utilisée pour la réalisation du chemisier 111 que je vous ai présenté précédemment. Donc j'ai plaqué mes marges de couture que j'ai rabattues et j'ai piqué le long de ces marges de couture. Donc ça donne une finition assez propre sur l'envers, mais avec effectivement une petite fantaisie qui court tout le long de la blouse. Alors voilà ce que ça donne sur l'extérieur, une surpiqûre le long de la couture dos. Et ce jusqu'en bas de la blouse. Je vais la repositionner sur cintre, ce sera plus simple à manipuler. Alors le bas de la blouse est terminé par un double rempli qui est piqué avec une piqûre, une couture située à 1 mm du bord. Les coutures latérales sont des coutures anglaises. Je vais vous retourner la blouse sur l'envers. Donc voilà, sur l'envers. Donc on a des surjets apparents au niveau de l'emmanchure, mais des coutures anglaises au niveau des manches et puis au niveau... Oh, c'est pas facile, hein. Je vais vous montrer tout ça et au niveau des coutures latérales. Voilà.
Alors pour en revenir à la réalisation des plis, qui sont quand même la particularité de cette blouse, voilà, on est accompagné par un tuto vidéo qui est extrêmement clair et accessible quel que soit le niveau de couture. Il suffit de rester minutieux et la réalisation des plis doit se faire en principe sans problème. Je dirais que la seule difficulté peut tenir à la fluidité du tissu et à la difficulté que vous aurez à marquer les plis de votre tissu. Mais voilà, si vous avez bien respecté les préconisations de la marque, il n'y a pas de raison pour que vous rencontriez des difficultés. Donc voilà, j'ai une petite blouse dont la réalisation est très accessible. J'ai été surprise par l'ampleur de la blouse. Vous voyez qu'on a une base quand même qui est très large, qui chez moi évoque la robe de grossesse. Ça me fait penser aux robes que je portais quand j'étais enceinte. Et quand je l'ai enfilée la première fois, j'ai pas trouvé ça très flatteur. Donc j'ai eu un gros doute et puis ensuite en la glissant dans le pantalon, voilà, j'ai totalement adhéré. Si je la recule, vous la verrez mieux. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une petite blouse qui mérite d'être réalisée, peut-être dans des tissus différents, parce que je pense qu'elle a un tombé très différent selon le tissu utilisé. Ça peut être même un jacquard très fin d'ailleurs. Ça peut être très très joli. Et donc voilà. En robe peut-être ceinturée aussi, ça peut être sympa. À voir. Voilà. Je vous laisse avec quelques photos. La pièce suivante, ça va être la masterpiece de cet épisode. Donc c'est un manteau, le manteau Gérard de République du Chiffon. Donc le manteau Gérard, c'est un manteau qui est proposé de la taille S à la taille XL, ce qui correspondrait pour République du Chiffon à une taille S à la taille 46. C'est un manteau oversize aux épaules tombantes, avec un col tailleur qui se caractérise par un col tailleur, et vous avez aussi et surtout 3 poches passepoilées dont une poche poitrine. Donc c'est un manteau qui a été remasterisé, revisité, et donc la dernière version proposée par République du Chiffon présente des différences. On a effectivement ces poches passepoilées qui remplacent les poches plaquées d'origine, et puis c'est un manteau qui est proposé également dans 3 statures différentes aujourd'hui, donc moins d'1,60 m, de 1,60 m à 1,70 m et plus d'1,70 m. Alors pour réaliser ce manteau, alors je vais déjà vous présenter ma pièce. À chaque fois je vous parle, là je m'engage dans mes explications, et puis je tarde à vous montrer mon porte-manteau qui se déglingue. Voilà mon manteau Gérard. Donc pour réaliser ce manteau, République du Chiffon vous dit qu'il vous faut 2,70 m de tissu. Pour ma part, j'avais choisi le lainage avant de porter mon dévolu sur le modèle du manteau. Donc quand j'ai vu le métrage requis, je me suis dit que ça allait peut-être coincer un petit peu. J'ai toutefois acheté le patron, j'ai décalqué mon patron, et puis je l'ai positionné sur mon tissu, et finalement, eh bien, mon manteau dans la taille M, sur une stature intermédiaire d'1,60 m à 1,70 m, est entré dans 2 mètres de tissu. Alors ce tissu, il s'agit d'une laine bouillie qui provient de chez Mercerine. C'est un tissu très épais, il y a 410 grammes du mètre carré, et c'est surtout un tissu très chaud, c'est du 100% laine.
C'est un tissu Ecotex. Aujourd'hui, les laines bouillies chez Mercerine sont à peu près à 24,90 €. Moi, je l'ai eu à beaucoup moins cher. Je l'ai acheté pendant les soldes d'hiver. Et je n'ai plus le prix en mémoire, mais c'était beaucoup moins cher. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'attendre les prochaines soldes. Je pense qu'il y aura des affaires à faire. Alors, c'est un 100% laine, donc ça ne passe pas en machine. Donc, il faut absolument le décatir, c'est-à-dire le passer à la vapeur sous une pâte mouille. Alors, la marque nous précise qu'il faudra prévoir 2 mètres de doublure. Alors, pour ma part, j'ai choisi une doublure acétate et je n'ai pris qu'1,60 m. Ça a suffi pour la réalisation de ce manteau. Ensuite, il faudra également, en termes de fourniture, des boutons. Hop, des caramels. Des boutons donc d'un diamètre de 2 cm. Voilà. Et puis, j'ai fait le choix, pour ma part, de réaliser, enfin de poser un passepoil entre la doublure et le manteau. Un passepoil, je cherche, voilà, un passepoil que j'ai réalisé moi-même. Donc, j'ai utilisé pour ce faire de la queue de rat, et puis j'ai réalisé mon biais dans une viscose que j'avais utilisée pour réaliser ma robe atelier, enfin ma robe Victoria d'atelier 8 avril. Donc voilà, et voilà ce que ça donne sur la pose du passepoil. Alors, s'agissant de la doublure acétate, j'ai entendu récemment qu'il était déconseillé d'utiliser de la doublure acétate avec du lainage parce que ça n'était pas, ça vieillissait mal dans le temps. Voilà, dites-moi si vous avez fait cette expérience, cette mauvaise expérience. Voilà, partagez votre ressenti, votre retour. Voilà. On verra. Alors, il s'agit pour moi de la réalisation d'une masterpiece parce qu'il y a quelques étapes essentielles à franchir. La première de ces étapes, c'est la réalisation des poches. Vous avez 3 poches paysannes ou poches passepoilées à un passepoil à réaliser. Donc, il y a une poche poitrine et 2 poches côté. Vous avez également la réalisation du col tailleur. Ça, ce serait pour moi la deuxième étape à franchir. Troisième étape, ça peut être la pose de la doublure parce que sur ce modèle, on n'est pas trop pédé pour la pose de la doublure. Donc, si vous n'en avez jamais monté, ça peut être effectivement un saut d'obstacle. Et puis, moi, quatrième étape, qui n'en est habituellement pas une, ça a été la réalisation des boutonnières. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, première étape, je vous ai dit, la réalisation des poches. Donc, comme dans ce genre de situation, quand il s'agit de couper dans un tissu ouais, précieux plus ou moins, le lainage c'est précieux parce que c'est cher quand même si je vous dis que j'avais fait une affaire, mais malgré tout, oui, la réalisation des poches, ça demande quand même d'être assuré, d'être confiant parce qu'il s'agit de couper dans son tissu. Donc moi j'ai réalisé d'abord une pièce technique, je vous l'avais mise en story il me semble, oui. Donc voici ma pièce technique donc de ma petite poche passepoilée. Alors tout s'est bien passé jusqu'à l'étape de finition qui consiste en fait à fermer les poches par l'intérieur, vous voyez, parce que en fait mon souci c'est qu'on est sur un tissu très épais et que ma machine n'a pas voulu passer 4 épaisseurs. 3 épaisseurs sur 4, c'était tout ce qu'elle admettait de prendre. Donc je vous montre, ici on a voilà l'envers du décor, on va dire. Donc vous avez, quand on compte bien, 4 épaisseurs normalement à prendre ici ensemble pour fermer la poche passepoilée. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas fait complètement, c'est-à-dire que j'ai bien pris 3 épaisseurs ensemble, mais la 4e ne passait pas. Donc j'ai fermé à la main sur ma réalisation définitive. Mais bon, ça m'a permis de me dire que à chaque fois que j'allais devoir passer 4 épaisseurs sur la réalisation de ce manteau, ça serait problématique. Donc il a fallu que je songe à des alternatives pour certaines étapes de réalisation de ce manteau. Donc j'ai réalisé cette pièce technique, puis après je me suis lancée dans mes poches l'une après l'autre et je dois dire que j'en suis contente. Voilà, je vous montre ça d'un peu plus près.
J'en suis contente, d'autant plus que, outre la difficulté qui tenait à l'épaisseur de mon tissu, il s'est avéré que sur de la laine bouillie, on ne peut pas marquer le tissu au feutre ou à la craie. Voilà, je n'avais aucun moyen de tracer, enfin aucun moyen. Disons que l'utilisation du stylo friction, de la craie ne fonctionnait pas, donc j'ai dû utiliser du fil à bâtir pour tracer mes poches. Donc je vous montre en photo ce que cela donne. Alors, deuxième étape à franchir, c'était la réalisation de mon col tailleur. J'avais déjà réalisé un col tailleur, mais selon la technique qui consiste à ne faire qu'une seule couture. Donc, on part de ce point, on coud jusqu'à l'angle, on crante, on plante l'aiguille, on crante, on tourne le tissu, on poursuit la couture jusqu'à l'angle opposé, on plante l'aiguille, on crante à nouveau et on termine la couture. Ici, la couture du col se fait en deux temps. On a deux temps de couture. D'abord, on commence de cet angle et on coud le col jusqu'à l'angle opposé. On arrête la couture, puis dans un second temps, on vient terminer la couture de chaque côté. Voilà, on fait ça sur le col extérieur et puis on fait ça sur l'envers du col. Donc voilà, c'est une technique différente mais qui fonctionne tout aussi bien. Alors ensuite, autre point s'agissant du col tailleur, mais pas que, qui tient à l'épaisseur de mon tissu. Pour réaliser mon col, j'ai dû faire le choix de remplacer la pièce sous col que j'avais coupée à l'origine dans mon tissu principal par une pièce coupée dans la doublure entoilée. Pourquoi? Parce que au niveau de la fixation du col, j'aurais eu 4 épaisseurs et comme je vous l'ai dit, ma machine ne voulait rien entendre et ne voulait pas passer les 4 épaisseurs. Donc j'ai fait ce choix, bon je trouve ça très bien. J'avais vu ça sur un manteau qu'avait réalisé B-Made également. Et donc je me suis dit, j'ai copié, voilà. Toujours à cause de l'épaisseur du tissu, j'ai dû là aussi couper mon fond de poche dans la doublure. À l'origine c'était coupé dans le tissu principal, j'ai coupé le fond de poche dans la doublure parce que sinon j'avais un relief, enfin la poche se voyait sur l'endroit de mon tissu. Donc voilà, j'ai fait ce choix. J'ai dû sur les poches, j'ai dû redessiner le contour de ma poche parce que ma poche était bizarrement trop grande et elle dépassait du manteau. Donc pour qu'elle vienne se loger parfaitement dans la paremonture, j'ai redessiné le contour de mes deux poches. Toujours à cause de l'épaisseur du tissu, je n'ai pas pu coudre le contour du col. Je n'ai pas pu surpiquer le contour du col, puisque là aussi j'avais 4 épaisseurs avec les marges de couture. Donc j'ai fait le choix d'utiliser un entoilage double face spécial lainage. Donc c'est mon magasin, une mercerie que je fréquente qui me l'a proposé. Alors il n'y avait pas sur l'emballage, sur le packaging, il n'était pas du tout indiqué la nature du tissu pour lequel cet entoilage convenait. Selon la vendeuse, c'était très bien pour les lainages. Donc je suis revenue à la maison, j'ai voulu utiliser cet entoilage double face pour solidariser ma parementure et l'endroit de mon manteau, et puis au niveau également de la pose de l'enforme de l'ourlet, du bas de manteau. Et j'ai eu toutes les peines du monde à poser cet entoilage double face. J'ai une centrale vapeur avec un thermostat automatique, donc je n'ai pas besoin de régler la chaleur de mon fer. C'est un fer intelligent qui reconnaît la nature du tissu et qui s'adapte. J'ai toujours trouvé ça bizarre, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent en passant d'un tissu hyper léger à un tissu qui nécessite une forte chaleur. Je n'ai jamais eu de soucis, ou l'inverse plutôt, d'un tissu à forte chaleur à un tissu hyper léger. Mon fer, la semelle de mon fer n'a jamais collé à mon tissu. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Super technologie. Et donc là, en tout cas, il ne chauffait pas suffisamment. J'utilisais une pâte mouille, il ne chauffait pas, je n'arrivais pas à dissoudre la colle qui était posée sur l'entoilage. Et donc je me suis résolue finalement à poser la semelle de mon fer directement sur le lainage.
sur l'envers bien sûr. Mais j'ai le sentiment, alors ça a cartonné, hein, c'est sûr que ça fonctionne bien, ça a bien solidarisé les deux côtés, mais j'ai l'impression que ça a quand même feutré mon tissu. Je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit, surtout que là, l'éclairage commence à décliner fortement. Mais bon, en tout cas, j'ai obtenu l'effet escompté. Donc effectivement, mon enforme tient particulièrement bien. Et donc, je n'ai pas de soucis de doublure qui dépasse ou voilà. Donc voilà, toujours pour l'épaisseur. Et donc j'en viens à l'ultime étape à franchir qui tient toujours à l'épaisseur de mon tissu, c'est la réalisation de mes boutonnières. Et là, j'étais désespérée. Quand j'ai fait les photos, d'ailleurs, je me suis dit, bon, je fais quand même les photos, tant pis, les boutonnières ne sont pas faites, mais je fais quand même les photos. Le temps est clément, le temps, enfin voilà, tout s'y prêtait, donc je me suis dit, je fais les photos. Et je m'occuperai des boutonnières plus tard. Mais voilà, j'ai une Janome S5 qui est une machine extraordinaire qui fait des boutonnières automatiques merveilleuses. Hein, voilà, je n'ai rien à redire sur mes boutonnières habituellement et je me lance dans les boutonnières sans aucune appréhension. Mais là, j'ai fait des essais et là, bah bien sûr, ma machine n'avançait pas. Enfin voilà, les boutonnières ne se faisaient pas. Donc, j'ai pensé à Sandrine qui, pour réaliser des boutonnières parfois sur des pièces spécifiques, arrivait à trouver des magasins, des merceries qui réalisaient les boutonnières. Donc, j'ai cherché sur Nantes s'il en existait une et je n'ai pas trouvé. Et puis bah là, en désespoir de cause, je me suis dit je vais sortir ma machine mécanique. Donc j'ai une Singer Starlet 5 qui date, enfin, qui a plus de 20-25 ans. Et bien écoutez, contre toute attente, cette machine à coudre a passé des épaisseurs de mon tissu. Alors sur une machine qui fait des boutonnières en 4 temps, la difficulté tient au fait que vous pouvez avoir une boutonnière avec des lèvres qui vont être alors pas asymétriques, mais qui ne vont pas être identiques. C'est-à-dire que le tissu n'est pas entraîné de la même façon sur chacune des étapes. Il faut parfois aider l'entraînement du tissu. Et donc parfois vous avez des zigzags qui vont être très denses et parfois moins denses. Donc il est parfois même suggéré sur les livrets d'utilisation de la machine de passer 2 fois sur la boutonnière pour remplir les lèvres de manière, enfin de faire en sorte que la densité des zigzags soit identique de chaque côté. Alors il a fallu que je m'entraîne plusieurs fois avant de prendre confiance. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tracé ma boutonnière parce que bah, là aussi, c'est ce que je vous disais, je ne pouvais pas le marquer mes repères au crayon et au fil, c'était un peu compliqué. Donc j'ai utilisé du papier de soie pour tracer ma boutonnière et c'est ce qui explique d'ailleurs, parce qu'elles sont récentes, hein, je les ai faites hier, c'est ce qui explique que sur mes boutonnières ici, j'ai encore des résidus de papier. Le papier qui a été pris dans la réalisation de ma boutonnière. Alors, comme vous le constatez, ma boutonnière est verticale et non pas horizontale. Parce que, là aussi, j'ai été gênée par l'épaisseur du tissu. J'ai commencé par faire ma boutonnière horizontale et puis, bah, à bout d'un moment, là, quand j'arrivais au bord, bah, ça ne passait plus. Donc, j'ai décousu une première boutonnière. Puis là, je me suis dit, c'est compliqué, je vais couper dans mon tissu parce que de la laine bouillie, ben c'est une fibre un peu velue là, donc on se demande si on tire un fil ou si on tire le tissu. Donc voilà, je me suis dit allez non, je prends pas le risque, je fais ma boutonnière à la verticale. C'est pas très orthodoxe, mais que la police de la boutonnière vienne me voir. Donc voilà, j'ai cousu mes boutons selon une méthode professionnelle dont nous avait parlé Made in Estelle sur une de ses stories. Donc effectivement, il n'y a pas de nœud sur l'envers du tissu. Voilà, on procède, on commence par coudre sur l'endroit du tissu, on passe 3 fois, on enroule ensuite 3 fois autour du bouton,
On fait 2 nœuds dans la base de nos fils entre le bouton et le tissu. Et puis ensuite on coupe. Et normalement ça tient bien. Voilà pour les boutons. Ah oui, autre petite fantaisie, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une fantaisie ou si ça renforce effectivement les coutures du manteau. Mais avant de poser ma doublure, j'ai rabattu mes coutures et j'ai là aussi cousu mes coutures. Je pense que ça... Parce que la laine bouillie, c'est quand même un tissu qui est assez peu dense. C'est chaud, mais c'est pas dense. Je sais pas si... Voilà, si je... Vous voyez, on voit... Est-ce qu'on voit... Enfin, vous voyez pas la lumière. Moi, je vois la lumière par transparence. Je vois la ring light et je vois qu'effectivement, il y a des jours dans le tissu. Donc, voilà, quand on coud 2 épaisseurs ensemble, parfois, on voit les fils de couture. Ça peut être une couture assez lâche. Donc pour solidariser, voilà, j'ai rabattu mes coutures et je les ai piquées, surpiquées. Donc ici au niveau des épaules, mais également de la couture dos. Voyez. Et aussi des coutures latérales. Si vous voyez bien, voilà. Je n'ai pas fait ça. Ah si, je l'ai fait sous les manches, tiens. Ah oui, c'est ça, la manche est composée, c'est comme une manche tailleur en fait. Elle est composée de 2 parties. Donc j'ai pu faire ça sous la manche, mais pas sur la partie qui se situe derrière la manche. Voilà. Alors, j'ai dû raccourcir le bas de mes manches. Je n'ai pas posé l'enforme de bas de manche. Je dois avoir des bras plus courts que la moyenne. Donc, j'ai raccourci de 6 cm et j'ai raccourci ma doublure d'autant. S'agissant d'ailleurs de la pose de la doublure, je dois dire qu'on manque d'explications. Le livret technique ne nous accompagne pas vraiment sur la pose de la doublure. Donc, si c'est la première fois, ça peut être très compliqué. Même si moi, c'était pas la première fois, voilà, il y a des automatismes, des mécanismes que je n'ai pas. Donc, je me suis référée au tuto du manteau Olga de Munasu qui explique comment poser la doublure et c'est très bien fait. Et je vous ai... Alors, autre point à souligner, l'emplacement des boutons et des boutonnières n'est pas précisé sur le patron. Donc, j'ai regardé le dessin technique, j'ai situé à peu près le premier bouton par rapport à la hauteur des poches. Et donc, voilà, j'ai placé mes 2 boutons. Puis, comme ça me convenait aussi au niveau de la fermeture de l'encolure. Donc, voilà pour ce manteau Gérard. Je vous laisse avec quelques images. La dernière réalisation concerne le pantalon Saiki d'Ivan Soufflé. Je voulais en réaliser une version ajustée. J'avais précédemment fait une version élastiquée. Alors pour rappel, le pantalon Saiki pour lequel je vous mets un visuel juste ici. Donc c'est un modèle, un design d'Ivan Soufflé. Ivan nous propose ce pantalon de la taille 32 à la taille 54 et c'est un véritable e-book, un cours de couture qui vous est proposé. Vous pouvez réaliser un pantalon soit taille élastiquée, soit taille ajustée, voire une combinaison. Et pour chacune de ces 3 déclinaisons, vous pouvez opter pour des jambes droites ou des jambes larges. Vous avez également le choix entre 3 longueurs, voilà, pantalon long, pantalon 7/8e ou un short. Vous pouvez également ajouter, alors là je prends ma liste parce que c'est assez détaillé, donc vous pouvez ajouter des poches italiennes, vous pouvez ajouter des passants, vous pouvez également créer une ceinture nouée, vous pouvez envisager un effet paper bag, vous pouvez élastiquer les chevilles,
Vous pouvez ajouter des fronces, des passepoils et vous pouvez faire des finitions au biais. Vous avez également la possibilité d'acheter un complément. Alors, pour tout ce que je vous ai présenté avant, on a un PDF qui est proposé au prix de 13,80 €. Alors, quand je vous dis un PDF, c'est vraiment un e-book. Vous avez plusieurs livrets dans le livret. Et puis, vous avez, donc, je vous dis, un complément que vous pouvez ajouter qui est proposé au prix de 2,50 € qui vous permet de réaliser des poches passepoilées, des poches à rabat, des fausses, ajouter une fausse braguette ou une patte déco. Vous avez un système de calque et Ivan n'a pas ajouté les marges de couture. Les marges de couture ne sont pas incluses. C'est un parti pris de la créatrice parce qu'elle souhaite effectivement que chacun puisse adapter les marges de couture selon ses propres habitudes. Alors, ce patron est vraiment très complet et il doit s'appréhender selon une méthodologie très précise qui est proposée par Ivan Soufflet. Je ne vais pas revenir sur cette méthode. Je vous renvoie à l'épisode 11 là dans le petit i qui s'affiche. C'est un épisode dans lequel je vous parle de ma première version et de la façon dont j'ai appréhendé ce patron. Pour cette version ajustée, j'ai réalisé une toile. Alors, je suis partie de la fiche mensuration. Je vous rappelle, voilà, juste brièvement que la méthode suppose d'abord de prendre ces mensurations. Donc, vous avez une fiche mensuration qui se présente comme ceci. Donc, j'étais partie de mes mensurations dont je vous parle dans l'épisode 11. Et selon cette fiche mensuration, pour une version ajustée, alors pour une version élastiquée, je devais partir sur une taille 38. Et pour une version ajustée, je devais partir sur une taille 40 si j'utilisais un tissu extensible et sur une taille 42 pour un tissu non extensible. Comme je voulais utiliser un tissu non extensible, j'ai réalisé une première toile en taille 42. J'ai utilisé pour ce faire un tissu spécifique, toile, une cotonnade toute simple. Et donc j'ai réalisé ma première toile en taille 42. Je ne vous la montre pas ici, tout simplement parce qu'elle était trop grande. Donc j'ai recoupé une seconde toile dans une taille 38 cette fois-ci, que je vous montre, voilà. Que je vous montre ici. Et vous allez me dire pourquoi taille 38, tu passes d'une taille 42 à une taille 38 alors que voilà. Alors je vous insère la petite vidéo où je procède à l'essayage de cette toile et je débriefe en gros à chaud en direct avec vous sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et on se retrouve juste après. Donc voici ma toile, ma seconde toile en taille 38. Pour rappel, j'avais coupé une première toile en taille 42, la totalité des pièces en taille 42. Et lorsque je l'ai enfilée, j'avais une aisance d'à peu près 4 cm au total, avec une fourche qui descendait beaucoup trop bas. Ça faisait un style un peu baggy. Et voilà, une ampleur qui n'était pas celle que je souhaitais puisque je voulais partir sur une taille plutôt ajustée. Donc j'ai décidé de recouper une seconde toile en taille 38 en me disant qu'il y aurait sûrement des ajustements à faire. La preuve en est. Donc voici le résultat. Alors, donc j'ai coupé ça dans une cotonnade spécifique pour les toiles. En termes d'aisance au niveau des cuisses, c'était aussi ce qui m'importait puisque je vous ai dit que j'avais des petits cuisseaux, donc des gros cuisseaux même. Donc voilà, j'ai une aisance relativement importante et donc ça me convient. Pour rappel, j'ai coupé une taille 7/8, donc là il faut considérer qu'il y aura un ourlet de 3 cm. De plus près, voici ce que ça donne. Donc j'ai réalisé la fausse braguette, des poches italiennes, et donc vous voyez au niveau de la pose du zip que je n'ai pas posé, mais j'ai réuni les deux parties. Comme si le zip était posé. Donc on voit ici qu'au niveau de la taille, je manque de matière. Donc si je veux effectivement, bon là la ceinture n'est pas entoilée, mais imaginons que la ceinture soit entoilée, donc ça va donner beaucoup plus de rigidité. Je pense qu'en fin de journée et même, enfin voilà, à certains moments de l'année, je ne vais pas pouvoir fermer le zip. Donc je vais couper la ceinture en taille 40 et puis je vais faire ici un... Comment dit-on, je vais
rejoindre la taille 38 au niveau des hanches, parce qu'au niveau des hanches, ça me semble suffisant. Alors ce qui me gêne un peu ici, c'est la façon dont les poches se positionnent, sachant ici que les poches ne sont pas entoilées, voilà, et que voilà, le zip n'est pas cousu non plus, mais ça donne l'impression d'avoir un espèce de bec d'oreille, et effectivement, on pourrait penser ici qu'il y a un surplus de matière, mais il ne faut pas oublier que je vais réaliser ce pantalon à la fois dans un tissu extensible et dans un tissu non extensible. Alors peut-être que dans un tissu extensible, je pourrais raboter un petit peu les hanches pour éviter cet effet d'oreille là au niveau des hanches. Mais sur un tissu non extensible, je n'en prendrai pas le risque parce que voilà, hein, il faut conserver de l'aisance pour se mouvoir. Alors ce que j'avais peur aussi, c'est d'avoir ici un peu trop de matière, puisque j'ai conservé la fourche en taille 40, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus longue que la taille 38. Donc pour pouvoir effectivement y placer mes fesses, mais sur le devant, peut-être que je n'avais pas besoin de conserver, enfin de garder la ligne de la taille 40 au niveau de la fourche. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai un surplus de matière? Est-ce qu'il faut que je fasse aussi un ajustement au niveau de la fourche? Alors je vous pose la question, puis en même temps, au moment où je vous montrerai ces images, j'aurai tranché. Donc on verra ce que j'aurai décidé. Voilà, voilà. Voilà globalement ce que cela donne. Donc après cette seconde toile, j'ai voulu me lancer dans une version un petit peu plus aboutie, c'est-à-dire avec la pose d'un zip, avec une ceinture doublée complète. J'ai voulu aussi avancer sur les finitions pour voir voilà, si je rencontrais des difficultés particulières. Quand je parle de finition, c'est-à-dire que je voulais absolument ganser les poches et ganser les coutures latérales. Donc voilà, j'avais ça en tête, et puis voir aussi pour la pose de rabat de poche. J'ai choisi dans mon stock ce tissu. On voit que c'est une armure sergée, donc c'est un tissu que j'avais récupéré dans le stock de ma grand-mère. Je vous en parlerai plus en détail. Bref, je me disais, voilà, il est couleur bleu orage, et je me disais que voilà, ça serait très bien pour ce projet. Et pour ganser, eh bien j'ai récupéré une viscose que j'avais utilisée pour réaliser une petite robe pour ma fille il y a très longtemps. Donc vous voyez, j'ai passé du temps à faire du biais là sur quelques réalisations, mais voilà, une fois que j'étais lancée, bah, j'ai fait du biais au kilomètre. Donc là, c'est une petite viscose dans les tons bleu gris, avec des petits chats. Je vous montre ce que cela donne. Donc voici mon pantalon Saiki dans une version un peu plus aboutie. Donc, hop, je vous le montre globalement avec mes rabats de poche. Des petites peluches encore. Donc mes rabats de poche que j'ai doublés. On surpique ici la couture de la fourche. Vous avez ici la fausse braguette, et alors mes coutures sont plutôt bien, non, ici elles ne sont pas alignées. Tiens, hop. Et ici la pose du zip invisible. Voilà. Je vous montre l'envers puisque je vous disais m'être attardée sur les finitions pour voir ce que cela donnait. Donc j'ai gansé mes poches, peut-être des fils qui traînent, et puis j'ai gansé mes coutures latérales. Donc on a des marges de couture d'1,5 cm, et puis on a ici en bas un ourlet de 3 cm, donc un rempli d'1 cm puis 2 cm avec une piqûre à 1 mm du bord.
J'ai gancé aussi mes coutures intérieures. Voilà. Alors la pose de la ceinture n'a pas été aisée. Vous voyez ici, j'ai dû tricher un peu. Je n'ai pas la même hauteur. Alors j'ai sous-piqué la ceinture comme indiqué sur le patron. Donc on fait mourir la sous-piqûre sur les bords dans la couture. Et puis bah, sur le dos, oui, la pose de la ceinture, on voit tout de suite que ça n'est pas joli. J'ai comme un surplus de tissu. Donc le tissu gondole. Alors là aussi j'ai fait une petite vidéo où je débriefe justement sur le porté de ce pantalon, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et j'ai pensé que ce serait plus intéressant que d'en parler comme ça, donc de le voir en situation, on va dire. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors on se retrouve pour le bilan de ce pantalon Saiki version 2. On est donc sur une base ajustée et jambe droite, coupe 7/8e. Voilà, et puis poche plaquée, c'est la seule option que je me suis permise. Donc, je vous disais avoir coupé un 40 au niveau de la taille et puis gradé ensuite sur un 38. Alors, bilan, bah, je le trouve trop large. Donc voilà, je perds ce pantalon. Il est beaucoup trop large là, ici, enfin beaucoup trop large. En tout cas, j'ai encore de la place au niveau de la taille. Et puis, bah, je le trouve large ici, même sur le haut du pantalon. Vous voyez, j'ai beaucoup de matière ici, beaucoup de tissu. On n'est pas du tout sur une coupe ajustée. Et pour autant, j'ai rentré mon pull à l'intérieur du pantalon. Je porte un t-shirt en dessous. Et puis, j'ai même une paire de collants parce que j'ai voulu le porter avec des petites chaussures. Je n'avais pas de chaussettes. Donc, voilà, il y a normalement un peu de matière en dessous. Et voilà, je me sens pas plus à l'aise que ça. Je trouve que je le perds. Donc, je pense partir sur un 38 au niveau de la taille. Donc, je gagnerai une demi-taille, une taille. Donc un 38 au niveau de la taille, pas un 36 parce que j'ai peur qu'il soit beaucoup trop ajusté. Donc un 38 avec des passants comme ça, je pourrais tricher avec une ceinture. Et peut-être, alors est-ce que je garde un 38 au niveau des hanches? Est-ce que je passe sur un 36? Ce qui me pose souci, c'est que là effectivement, je le trouve large sur le haut du pantalon. Par contre, on vous disait, comme j'ai les cuisses larges, un 36, j'ai peur que ça ne passe pas, à moins de faire un ajustement. Voilà, qui consiste ici à élargir cette partie pour laisser passer les cuisses. Donc je ne suis pas au bout de mes peines avec ce pantalon. Donc vous voyez, la jambe n'est pas fuselée, elle n'est pas fitée. On a quand même une jambe assez large. Donc soit je pars sur un 38 et je rectifie la ligne de la jambe. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre le 38 et le 36 quant à la coupe de la jambe. Donc il va falloir que je vérifie ça. Alors, si je pars sur un 36, ce qui me pose question, vous voyez, c'est la démarcation des poches. Bon là, on est sur un tissu épais, mais on voit tout de même la poche. Bon, il faut dire qu'elle est gancée. Donc ça peut expliquer aussi ce relief, là, cette surépaisseur. Sur un 36, si il est plus ajusté, là aussi j'ai peur qu'on devine la poche. À voir. Alors ce que je reproche aussi, c'est la pose de la ceinture. Enfin, ce que je reproche, ce qui s'est mal passé, c'est la poche de la ceinture, de la doublure de la ceinture. Vous voyez, ça a eu pour effet de gondoler ma couture. Je vous montrerai l'intérieur de la ceinture, ça me semblait bien posé, mais voilà, j'ai plus de matière, j'ai l'impression. En tout cas, voilà. Alors je veille à ça. J'ai pas eu de soucis sur le devant de la ceinture. Par contre, c'est très visible. Vous voyez, sur l'arrière du pantalon. Voilà, la longueur 7/8e, bah écoutez, oui et non.
Là, je le trouve vraiment mémérisant, mais ça doit tenir aussi au tissu, qui n'est sans doute pas un tissu fait pour le vestiaire, enfin, la garde-robe, mais c'est plus un tissu d'ameublement, je pense. Il est lourd, il est épais, il n'est pas très agréable au toucher. Il me pique et il me gratte, donc il doit y avoir un peu de laine dedans, ce qui peut paraître étonnant pour un tissu d'ameublement. Mais bon, bref, voilà. Bon, la couleur, je n'étais pas fan non plus. Je me disais qu'avec du noir, ça pouvait passer. Bon, là, je ne suis... de toute façon, voilà, je ne le trouve pas saillant, donc je ne pense pas sortir avec. Mais je suis contente de cette réalisation parce qu'elle me permet de progresser dans les ajustements et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez là, ce que je n'aime pas, c'est notamment ce tombé du pantalon là. C'est très large malgré tout. Voilà. Alors oui, les poches rajoutent un petit peu de l'épaisseur à la silhouette, puisqu'on est sur des poches italiennes et puis donc qui ont tendance à s'ouvrir un peu. Alors je pense que ça dépend de la morphologie de chacun. Moi j'ai plutôt des hanches, donc forcément la poche a tendance à s'ouvrir. Voilà. La fausse braguette, écoutez, voilà. Elle fait son petit effet, on la devine à peine. Je ne sais pas si vous voyez la couture. On peut y poser 2 boutons, voilà, on peut la souligner par des boutons si on le souhaite. Donc je pense que pour la prochaine version, ce ne sera pas une version 7/8e. Je ferai une version longue avec un revers potentiellement. Voilà. Comme vous l'aurez constaté, ce pantalon n'est pas une franche réussite. Mais moi, je considère que le pantalon Saiki est un pantalon en construction et j'ai le sentiment d'avancer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et je continuerai jusqu'à obtenir une version qui me satisfasse. Voilà. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. On va s'arrêter là. Je voulais aussi et surtout remercier chacun d'entre vous, remercier les personnes qui reviennent régulièrement et puis remercier les nouveaux abonnés. Il s'est passé quelque chose d'inattendu et d'extrêmement surprenant pour moi. Le dernier épisode a suscité un nombre très important de nouveaux abonnés. Je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que j'ai fait les choses différemment? Je ne sais pas. Ma fille pense que oui. Ma fille pense que c'est l'effet vignette. Ben oui, c'est elle qui a travaillé sur la dernière vignette. Vous savez, la petite image qui apparaît sur YouTube quand vous voyez les vidéos sur votre page d'accueil ou sur la chaîne. Donc, je vais peut-être la laisser continuer à me faire les vignettes. Je pense qu'elle est effectivement... Elle est effectivement douée pour ça. Voilà, donc je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite de passer de bons moments couture et surtout, voilà, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très bientôt.